Le train est l'un des moyens de transport les plus sûrs. Aux États-Unis, par exemple, plus de 40 millions d'usagers l'empruntent chaque mois. Pourtant, en une fraction de seconde, un train peut se transformer en un piège mortel. Lorsqu'une catastrophe survient, il faut tout faire pour qu'elle ne se reproduise pas. C'est la mission des experts en sécurité ferroviaire. Voici l'histoire d'une science qui étudie les catastrophes dans le but de nous en délivrer. Voici l'un des trains les plus sûrs du monde. En 25 ans d'exploitation, il a transporté plus d'1 milliard de passagers. Et pendant tout ce temps, personne n'a été tué alors qu'il circulait à grande vitesse. C'est un train français, le TGV. Le TGV est le train conventionnel le plus rapide de la planète. Aujourd'hui, sa vitesse record est de plus de 570 km/h. D'un poids de moins de 400 tonnes, il est tracté par une colossale motrice d'une puissance de 8800 kW. Une telle alliance de vitesse, de puissance et de sécurité relève de l'exploit technique. Le TGV est l'une des plus belles réalisations auxquelles aient contribué les experts en sécurité ferroviaire. Les trains n'ont pas toujours offert de telles garanties. Les débuts du transport de passagers sont marqués par un tragique accident. Lors de son inauguration en 1830 en Angleterre, le premier train de grande ligne fait une première victime. Un membre de l'assistance périt écrasé par une locomotive du nom de Rocket. Ses concepteurs n'avaient pas eu l'idée de l'équiper de frein. Dès les premiers temps de l'ère ferroviaire, la science des accidents commence à transformer la conception des trains pour faire d'eux le mode de transport sans danger qu'ils sont aujourd'hui. Un train moderne est construit de sorte de protéger les personnes, même dans les pires circonstances. Il est arrivé que le TGV déraille, alors qu'il approchait les 320 km/h, sa vitesse maximale d'exploitation. Pourtant, la plupart des passagers sont sortis de la rame indemnes et personne n'est mort dans l'accident. Pour concurrencer l'avion, le train doit pouvoir l'égaler en sécurité et en rapidité. Et le TGV est ce qui se fait de mieux en matière de transport ferroviaire. Pour en arriver là, il a fallu des décennies de recherche et de lutte acharnée contre les lois fondamentales de la physique. Le train est le plus lourd des véhicules terrestres. Il se caractérise par une importante force d'inertie ou résistance à l'accélération. En d'autres termes, le simple fait de le mettre en mouvement requiert une considérable quantité d'énergie. En accélérant, il accumule une énorme quantité d'énergie cinétique, c'est-à-dire d'énergie du mouvement. Il gagne d'autant plus en énergie cinétique qu'il est plus lourd et qu'il roule plus vite. L'inconvénient, c'est que cette énergie est indestructible. Pour que le train s'arrête, il faut dissiper cette énergie au moyen du freinage. Un TGV lancé à pleine vitesse parcourt 3,5 km avant de s'immobiliser complètement. En cas d'arrêt brutal ne laissant pas le temps de freiner, l'énergie cinétique doit s'évacuer. Pour cela, elle emprunte la voie la plus directe, la structure du train elle-même. Celle-ci va se plier, s'écraser, se détruire, jusqu'à absorption complète de l'énergie. Toute la difficulté de l'accidentologie consiste à trouver le moyen de maîtriser cette énergie cinétique en cas de choc et de protéger les passagers contre les dégâts qu'elle provoque. La carrosserie du train constitue un premier rempart. Construits en bois, les trains d'antan ne protégeaient les passagers que contre les intempéries. En cas d'accident, les wagons se désintégraient purement et simplement.
Une collision survenue en France en 1933 en fut un triste exemple. À l'avant-veille de Noël, dans un épais brouillard, une locomotive percuta un express par l'arrière, l'emboutissant sur presque toute sa longueur. La locomotive réduisit à néant les wagons de bois. Le bilan, très lourd, fut de 230 victimes. Cette catastrophe ferroviaire, la pire survenue en France en temps de paix, eut pour effet de stimuler les recherches visant à améliorer la sécurité des trains. En 1937, les chercheurs effectuent une série de tests en situation réelle afin d'établir la cause de l'accident. Ils provoquent une collision entre des wagons en bois et un train de 260 tonnes roulant à 39 km/h. Ils constatent que l'un des wagons entranche littéralement un autre en deux. Les dégâts sont d'une ampleur phénoménale. Après examen, on découvrira leur origine exacte. Lorsque deux wagons se percutent, leurs lourds châssis se rencontrent. L'énergie cinétique du wagon en déplacement entraîne la superposition de son châssis sur celui de l'autre, puis le propulse dans la structure de bois, moins robuste, qui le surmonte. En l'espace de quelques secondes, l'énergie cinétique du train en mouvement se dissipe par la destruction d'un wagon entier. Ce phénomène, aux conséquences mortelles, s'appelle un télescopage, les deux voitures pénétrant l'une dans l'autre à la manière des parties d'un télescope. Le télescopage était naguère l'une des principales causes de décès ou de blessures lors des accidents de chemin de fer. Les spécialistes allaient déployer tous leurs efforts pour le prévenir. Par un tragique paradoxe, la solution existait déjà. En 1916, John Robinson, pionnier de l'ingénierie ferroviaire, avait inventé une série de plaques de métal ondulées qui se fixaient à l'extrémité d'un wagon. En cas de collision, ces plaques, en s'encastrant les unes dans les autres, empêchaient le châssis d'un wagon de chevaucher celui de l'autre. Elles canalisaient ainsi l'énergie cinétique sur un plan horizontal, ce qui évitait le mouvement vertical propre à engendrer un télescopage. Les dispositifs anti-chevauchement, version moderne des plaques de Robinson, devenus l'un des équipements de sécurité standard, existent désormais sur de nombreux trains. Mais à l'époque de leur invention, leur intérêt passa inaperçu. Les spécialistes de la sécurité ferroviaire cherchaient ailleurs la solution au problème du télescopage. Les Français, choisissant de combattre la force par la force, se mirent à construire des carrosseries de métal plus rigides et renforcées à leur extrémité pour repousser des chocs. On procéda à des essais pour vérifier la solidité de ces nouvelles structures. Les voitures de métal se comportaient nettement mieux que leurs équivalents en bois. Leur carrosserie déviait l'énergie cinétique. En cas d'accident, le wagon restait relativement intact par rapport à un wagon de bois réduit à néant. Dans la première moitié du XXe siècle, les wagons en bois laissèrent place aux wagons de métal en France et partout dans le monde. L'introduction des wagons métalliques allait-elle marquer un tournant ? Hélas, non. En résolvant un problème, les ingénieurs n'avaient pas prévu qu'ils en créeraient un autre. Dans les années 1950, les voitures métalliques avaient, dans l'ensemble, supplanté les matériels de bois. Ils étaient vantés comme le summum du luxe. Les spécialistes comptaient sur leur robustesse pour épargner des vies. Mais des victimes continuaient à mourir par centaines dans des trains complètement disloqués. Combien de corps, combien d'espoirs brisés sont enfouis dans cet amas de ferraille? Nul ne peut l'estimer tant que tous ces sinistres vestiges n'auront pas été déblayés. Le télescopage a simplement cédé la place à un autre phénomène tout aussi meurtrier, le chevauchement. Pendant des décennies, celui-ci va endeuiller le chemin de fer. Un matin de 1988, 3 trains circulant à l'heure de pointe entrent en collision en Angleterre à Clapham, non loin de l'un des nœuds ferroviaires les plus fréquentés d'Europe,
à la suite d'une panne de signalisation. Des survivants témoignent des terribles conséquences du chevauchement. L'un des trains est passé par-dessus un autre. Il y avait des gens en dessous, très gravement blessés. Il y avait des membres arrachés, des corps sectionnés. Nous avons vu un cerveau sorti d'un crâne brisé. Ce sont les ravages typiques d'une collision. 35 personnes connaissent une fin tragique. L'enquête révélera pourquoi le chevauchement des voitures a eu des effets aussi meurtriers. Quand une voiture métallique en percute une autre, la carrosserie rigide et l'inertie de celle qui reçoit l'impact lui opposent une force considérable. Sous l'effet de l'énergie cinétique, la voiture en mouvement tend alors à passer entièrement par-dessus l'autre, dont elle écrase le toit ainsi que les passagers. Pour surmonter le problème du chevauchement, les accidentologues vont devoir réorienter radicalement leurs recherches. Au départ, ils s'efforçaient avant tout d'améliorer la solidité des trains. Leur principe de base consistait à viser à une résistance maximale à la déformation. Les techniques modernes reposent sur un fondement tout à fait opposé. On recherche au contraire une déformation des matériaux. Les premiers à introduire cette nouvelle conception, dans les années 1950, sont les spécialistes de la sécurité automobile qui ont l'idée d'une zone de déformation. Partie non occupée d'une voiture, elle est spécialement conçue pour s'enfoncer en cas d'accident. Elle a pour fonction d'absorber le choc, et donc l'énergie cinétique, avant que cela ait de plus graves conséquences sur le reste du véhicule et sur ses occupants. La zone de déformation est sacrifiée au profit de celle où se trouvent les passagers qui restent intacts. Dans les années 1980 et 90, on étudie enfin la possibilité de tirer parti des zones de déformation pour remédier au problème de sécurité le plus crucial dans le domaine ferroviaire, le chevauchement. À la suite de la catastrophe de Clapham, les Britanniques investissent dans un vaste programme de recherche. Celui-ci vise à adapter le concept de zone de déformation au matériel ferroviaire. Le professeur Rod Smith participe à ce projet novateur. Lors d'une visite à Paris, j'ai remarqué dans le métro 2 grandes affiches publicitaires pour de l'eau minérale. Sur l'une, il y avait une bouteille pleine, et sur l'autre, la bouteille, une fois vide, avait été compactée afin de tenir le moins de place possible dans une poubelle. C'était le résultat d'une astucieuse conception qui répondait exactement à nos besoins. Ce qui attire l'œil du scientifique, c'est l'alternance de parties plus ou moins solides dans la bouteille en plastique. Lorsqu'on la compresse, elle s'écrase de manière prévisible. La déformation se produit principalement dans cette petite zone-là. Les plis de la bouteille absorbent toute l'énergie. C'est exactement ce à quoi nous souhaitions aboutir dans les parties de notre modèle soumises à compression. Les travaux du professeur Smith et de son équipe démontrent leur pertinence en 1994. On équipe des voitures de zones de déformation à chaque extrémité. Elles comportent des structures métalliques conçues pour se comprimer de façon prévisible, tout comme la bouteille. À l'extérieur, on installe une version moderne des plaques de métal ondulées, créées par John Robinson près d'un siècle auparavant, et désormais désignée sous le nom de dispositif anti-chevauchement. Les chercheurs pensent que ces modifications simples éviteront le phénomène de chevauchement. En cas de collision, les dispositifs anti-chevauchement doivent s'imbriquer les uns dans les autres, empêchant tout déplacement vertical. Ainsi, l'énergie cinétique ne peut que se propager dans la zone de déformation, où elle sera absorbée sans danger pour les passagers. La théorie des chercheurs va être mise à l'épreuve lors d'un crash test final. Sur 2 trains complets, on dispose toutes sortes d'appareils destinés à mesurer des charges, des accélérations, des déplacements et des contraintes.
Tous ces dispositifs apporteront 250 données différentes en vue d'analyse a posteriori. Le crash test ne peut avoir lieu qu'une fois. Le choc ne dure pas plus de 3/4 de seconde. L'essai est réussi. Toutes les zones de déformation se compressent exactement comme prévu et l'énergie est absorbée de manière progressive, exactement dans l'axe de la rame. Les images montrent que les dispositifs anti-chevauchement se sont parfaitement bien encastrés. La torsion du métal dans les zones de déformation a permis de dissiper le choc avant qu'il atteigne les parties occupées par les passagers. Ces dernières sont restées intactes. Aucun chevauchement ne s'est produit. Le Royaume-Uni rend obligatoire l'installation de zones de déformation et de dispositifs anti-chevauchement sur toutes les voitures nouvellement construites. Aux États-Unis, les spécialistes de la sécurité adoptent une attitude d'observation. Le réseau américain de transport de passagers se développe. Trop souvent, on déplore de terribles catastrophes. En 1987, dans le Maryland, un accident fait 16 victimes. Un train de marchandises, qui n'a pas respecté un signal d'arrêt, est pris en écharpe à 260 km/h par un train de la compagnie Amtrak. La collision anéantit les voitures de tête. Il s'avère urgent de réviser la sécurité des chemins de fer américains. Le département des Transports investit 25 millions de dollars dans un projet qui va placer le pays à l'avant-garde de la sécurité ferroviaire. Les tests réalisés aux États-Unis visent à répondre à un problème spécifiquement local. Le modèle classique des voitures de passagers américaines s'inspire directement des wagons postaux du début du XXe siècle. Lourds et robustes, ceux-ci étaient reliés par des systèmes d'attelage rigides. Ils étaient conçus pour résister aux fréquents à-coups résultant des manœuvres des pesantes locomotives qui les tractaient. Il fallait en outre qu'ils assurent la protection des employés du tri qui effectuaient leur travail à bord du train. Ces caractéristiques, héritées du passé, rendent les trains de passagers particulièrement sujets à un dangereux phénomène de déplacement latéral des voitures ou mise en portefeuille. En avril 2000, les spécialistes de l'autorité ferroviaire fédérale réalisent un test pour analyser ce phénomène. Ils font percuter un mur par deux voitures de modèle traditionnel à 42 km/h, faible vitesse à laquelle se produit la plupart des collisions. L'impact provoque un léger déplacement de la voiture arrière vers la droite et de la voiture avant vers la gauche, qui déraillent toutes les deux. Au moment où elles se percutent, les deux voitures sont déjà légèrement décalées l'une par rapport à l'autre. Sous le choc, elles se décalent davantage. À des vitesses, et donc à des dégagements d'énergie supérieurs, ce déplacement s'accentue beaucoup plus, les différentes voitures se plaçant en zigzag. Il est alors à craindre qu'elles se percutent de côté et que leurs parois latérales moins robustes s'enfoncent en écrasant les passagers. Les ingénieurs connaissent d'ores et déjà ces terribles conséquences. Des accidents comme celui du Maryland en constituent de tragiques exemples. Doter les voitures de zones de déformation serait-il également la solution aux mises en portefeuille fréquemment constatées aux États-Unis? Il n'existe qu'un seul moyen de le vérifier. Une nouvelle fois, on lance deux voitures contre un mur à environ 47 km/h. Cette fois, on les a équipées de zones de déformation. Il en résulte une différence significative, quoique subtile. Au moment où les deux voitures se percutent, on n'observe pas de déplacement latéral comme auparavant. Voici ce qui se produit dans la zone de déformation. Le système d'attelage reliant les deux voitures recule et s'enfonce sur lui-même. L'onde de choc est absorbée et les deux voitures, au lieu de quitter leur axe, restent sur les rails. Le programme d'essai américain a démontré qu'en équipant des voitures existantes de zones de déformation et de systèmes d'attelage déformables, il était possible de réduire le risque de mise en portefeuille.
Les Britanniques et les Américains ont donc réussi à mettre au point des techniques propres à améliorer la sécurité de trains de modèles anciens. Une autre méthode consiste à remplacer ces vieux modèles par d'autres, entièrement nouveaux. C'est ce qu'ont fait les Français il y a 25 ans en lançant le TGV. Les trains les plus rapides circulent alors à une vitesse de 200 km/h. Les constructeurs du TGV veulent que leurs trains atteignent les 260 km/h. Un tel bond en avant suppose d'énormes avancées dans la conception même des matériels. Ils ont l'idée révolutionnaire d'un train articulé. Au lieu de faire reposer chaque voiture sur un châssis individuel, ils placent un châssis commun entre deux voitures. En d'autres termes, une voiture ne peut se désolidariser des autres. Le point vulnérable, que constituait jusqu'alors la jonction entre deux voitures, devenues solides et stables, ne devrait plus subir de déplacements latéraux ou verticaux. De même, cette nouveauté est destinée à éliminer le risque de chevauchement. Cette idée, excellente en théorie, va-t-elle fonctionner dans la pratique? En 1994, on effectue un test consistant à faire percuter deux voitures, à l'arrêt, par deux autres lancées à 45 km/h. Les 4 voitures sont lestées par du ballast afin que le choc produit par la collision soit équivalent à celui d'un TGV percutant un camion de 80 tonnes à 110 km/h. Les châssis articulés conservent une parfaite stabilité. On n'observe pas le moindre signe de mise en portefeuille ou de chevauchement. François Lacôte est alors responsable, chez Alstom Transport, de la mise en service du premier TGV. Il est devenu depuis directeur technique d'Alstom. La caractéristique essentielle de ce train, c'est qu'il garde intégralement son axe, à l'inverse d'un train classique, dont les différentes voitures partiraient dans tous les sens. En fait, en limitant et en maîtrisant le déplacement des voitures lors d'un accident, on parvient à limiter et à maîtriser les mouvements des passagers qui se trouvent à l'intérieur. Ce principe élémentaire a permis de sauver des vies. En 1993, un TGV déraille à la vitesse phénoménale de 294 km/h. Il garde pourtant son axe, horizontal et vertical, et seuls 2 passagers sont légèrement blessés. Le TGV est une parfaite réussite qui répond à 2 exigences contradictoires, la vitesse et la sécurité. Chez Alstom, on travaille d'ores et déjà à la prochaine génération de TGV, encore plus rapide et encore plus sûre. L'AGV, automotrice à grande vitesse, en est encore, chez Alstom, à sa phase de conception. À l'avant-garde des techniques de sécurité, l'AGV associe voiture articulée et zone de déformation. Nous assistons ici à la construction de la structure d'absorption des chocs destinée à équiper le nez du train. En cas de collision frontale, elle peut absorber une énergie de 6 mégajoules. C'est autant que ce que produirait l'impact d'une grosse automobile tombée du haut de la tour Eiffel. Cette structure fonctionne exactement sur le même principe que la bouteille en plastique. Elle est conçue pour s'écraser de manière contrôlée grâce à une alternance de parties plus ou moins résistantes. Son développement a représenté une année entière de travail. Après conception assistée par ordinateur, les chercheurs ont réalisé des simulations informatiques destinées à anticiper le mode de déformation de la structure en cas de collision. Il a été ensuite procédé à des essais en situation réelle, pour lesquels les ingénieurs d'Alstom ont dû construire de nouveaux équipements de test. Ne disposant que d'un espace limité, ils devaient trouver moyen d'arriver à une vitesse élevée sur une très courte distance. Ils ont donc inventé un énorme canon servant à propulser un lourd chariot destiné à écraser la structure soumise au test.
Ce canon est apte à imprimer à un objet une accélération de 60 tonnes pour passer en 3,50 m seulement, d'une vitesse de 0 à 50 km/h. C'est ainsi que les concepteurs de l'AGV ont fait en sorte que la structure installée dans le nez du train se déforme de manière calculée. Pour Alstom, il ne fait pas de doute que l'AGV est à la hauteur des exigences du XXIe siècle en matière de sécurité. L'AGV, train de 4e génération, offrira une très grande sécurité, même à vitesse encore plus élevée. Au cours des dernières décennies, la science de la sécurité des transports a fait d'importants progrès. Entre les wagons de bois du début du XXe siècle et les technologies de pointe employées pour le TGV, l'ingénierie extérieure des trains a connu des transformations radicales. Mais cela ne résout que la moitié du problème. Ce qui se produit à l'intérieur d'une voiture lors d'un accident importe tout autant que ce qui se passe à l'extérieur. Ces dernières années, les spécialistes de la sécurité ferroviaire se sont plus particulièrement penchés sur cet aspect qui pose de difficiles questions. En effet, il est bien plus compliqué d'analyser les effets d'une collision sur le corps humain que sur le train lui-même. Tout d'abord, le corps humain est une machine beaucoup plus complexe qu'un engin ferroviaire. En outre, s'il ne manque pas de matériel à déformer, écraser ou détruire, les ingénieurs trouvent très peu de volontaires disposés à participer à un crash test. Les mannequins leur procurent une partie des données dont ils ont besoin. Et les victimes d'accidents elles-mêmes représentent une précieuse source d'informations en relatant fidèlement les faits produits sur un passager en cas de choc. En 1999, à Ladbroke Grove, à Londres, un train de voyageurs rate un signal d'arrêt, puis percute frontalement un autre train à une vitesse cumulée de 209 km/h. Jonathan Duckworth a eu la chance de s'en sortir. On est projeté dans tous les sens, cogné de partout. Des objets volent à travers le wagon. Tout ce qui était posé sur ma tablette a disparu. Je n'ai jamais eu autant de bleus sur les bras, sur les jambes, partout. C'était incroyable. J'étais secoué comme dans une centrifugeuse. Les catastrophes ferroviaires sont souvent à l'origine de progrès en matière de sécurité, désignés par les anglo-saxons sous le nom de technologie de la pierre tombale. Une collision nez à nez, survenue en 2002 en Californie, en est un exemple. Un train de marchandises grille un signal et entre de plein fouet dans un train de voyageurs. 2 personnes meurent en heurtant leur tablette. Les autorités fédérales cherchent immédiatement à savoir pourquoi un objet d'apparence aussi inoffensif qu'une tablette peut tuer. Pour cela, elles ont recours à des méthodes ultramodernes. Voici Hybrid 3, premier mannequin spécifiquement élaboré pour l'étude des accidents ferroviaires. Il a coûté un demi-million de dollars. Aucun autre mannequin n'est aussi perfectionné. On utilise des mannequins depuis des années dans l'industrie automobile pour définir le type de lésions subies par les passagers en cas d'accident. Celui-ci a été conçu spécialement pour le secteur ferroviaire. La partie abdominale enregistre les impacts et déplacements que produit au niveau du ventre le choc avec une tablette. Et le thorax renferme lui aussi toutes sortes d'instruments de mesure permettant de recueillir de telles données. Hybrid 3 fait sa première expérience d'un crash test en situation réelle au centre d'essai de l'autorité ferroviaire fédérale dans le Colorado. Cette opération va apporter un éclairage sur ce qui a coûté la vie aux victimes de l'accident californien.
Les images tournées pendant le test révèlent qu'au moment de la collision, le train s'arrête brusquement et que son énergie cinétique se transfère au mannequin. Celui-ci poursuit sa course vers l'avant, puis il est stoppé par une seconde collision, cette fois avec la tablette. La partie inférieure de la cage thoracique, vulnérable, constitue un point critique, car c'est là que toute la force du choc est finalement absorbée. Sous la pression, les côtes se fracturent. Comprimés contre la colonne vertébrale et les côtes fracturées, les organes internes ont de grandes chances d'être perforés ou déchirés. Les lésions du foie ou de la rate, en particulier, sont extrêmement dangereuses. Les données enregistrées sur le mannequin lors de cet essai indiquent des lésions graves, voire fatales. L'autorité ferroviaire fédérale a récemment réalisé des essais sur un nouveau modèle de tablette. En cas de choc, celle-ci s'écrase en absorbant l'énergie cinétique du passager. Il en résulte un impact moins violent sur l'abdomen, donc moins de risque de lésions graves. Il est d'ores et déjà prévu d'installer ces nouvelles tablettes dans tous les trains de banlieue américains nouvellement construits. Par ailleurs, les tests démontrent qu'on est plus en sécurité quand on est assis en sens inverse de la marche. En cas de choc, le mannequin n'est projeté que sur une courte distance avant une collision secondaire, cette fois avec le dossier du siège. On ne constate que des blessures légères. En revanche, les passagers voyageant dans le sens de la marche courent plus de risques. Leur corps se déplace sur une plus longue distance avant de rencontrer un obstacle. Chaque fraction de seconde se traduisant par une accumulation d'énergie cinétique, le choc final est plus violent. En heurtant le siège situé devant le leur, ils subissent de graves lésions de la tête et du cou. Et s'ils étaient projetés par-dessus le siège de devant, le résultat serait probablement pire. Depuis cette découverte, il est envisagé d'équiper les trains de ceintures de sécurité. Mais la question reste sujette à polémique. Le docteur William Harrop Griffiths est bien placé pour témoigner des conséquences d'un accident ferroviaire. La plupart des blessures causées par un accident de train sont produites par un objet contondant. Lors de l'arrêt brutal d'un train circulant à 100 km/h, par exemple, les passagers qui ne sont retenus par rien poursuivent leur course en avant. En tant que médecin qui a vu une quantité de blessés, je mettrais ma ceinture si j'avais le choix. Pour certains experts, comme Rod Smith, la ceinture de sécurité n'est pas une solution viable. J'en doute, à cause du coût que l'installation de ceintures représente et de la difficulté de les entretenir. Et aussi parce que les statistiques montrent que le nombre de vies sauvées serait faible, compte tenu de l'inconvénient et de l'inconfort que l'utilisation des ceintures supposerait pour les passagers. Le débat sur l'intérêt de la ceinture de sécurité continue. C'est pourquoi elle n'est pas encore la norme à bord des trains. Aucune ceinture ne retenait Jonathan Duckworth lors de l'énorme collision de Londres qui entraîna le renversement de la voiture dans laquelle il était installé. Son exemple illustre un autre problème majeur, l'évacuation après l'accident. C'était la panique, car certains criaient au feu. Impossible de savoir ce qu'il fallait faire pour sortir de là. La voiture s'était complètement renversée et du coup, je ne savais plus du tout où j'étais. Lors de cet accident, les passagers se sont trouvés pris au piège. La collision a provoqué un incendie qui coûtera la vie à certains d'entre eux. Cette catastrophe a incité le professeur Edwin Galea à poursuivre des travaux innovants en matière d'évacuation en urgence. L'accident de Ladbroke Grove a souligné la difficulté d'évacuer une voiture de train renversée. Jusqu'alors, on n'avait pas entrepris de mesurer, d'observer, de comprendre comment les gens s'en extirpaient. Il est fréquent qu'une voiture se retourne lors d'un accident de train. Il était donc étonnant que cet aspect ait complètement été délaissé. Le professeur Galea et son équipe procèdent à un essai en situation réelle consistant à renverser une voiture de train de modèle traditionnel avec 32 volontaires à l'intérieur. On bloque l'un des accès de la voiture
et on diffuse de la fumée dans l'habitacle pour brouiller la vue des participants. À charge pour eux d'évacuer les lieux aussi vite que possible. Les chercheurs chronomètrent l'exercice afin de déterminer combien de passagers échappent à l'incendie, combien, lors d'un authentique accident, survivraient ou non. Une voiture de train renversée constitue un milieu très difficile, très perturbant. Ce qui était normalement le sol ou bien une paroi latérale est maintenant le plafond. Les portes deviennent aussi difficiles à ouvrir qu'un sas de sous-marin, car elles se trouvent maintenant au-dessus de votre tête. Et elles sont beaucoup trop lourdes. Il y avait des mallettes et des manteaux et des sièges de partout. Une véritable marée de sièges. Moi, je suis plutôt grand et en bonne forme. Mais pour certaines personnes, surtout celles qui étaient blessées ou moins agiles, c'était vraiment dur. L'expérience du professeur Galea apporte pour la première fois des données scientifiques à l'appui des témoignages de victimes. Elle prouve à quel point il est difficile d'évacuer une voiture renversée dans un laps de temps acceptable avant un éventuel incendie. 2 minutes et demie. Voilà le temps dont on dispose pour évacuer une enceinte où s'est déclaré un incendie. Si vous y restez plus longtemps, vous risquez fort de mourir à cause des émanations produites par la combustion. Lors de l'essai, il a fallu pas moins de 7 minutes pour que les 32 passagers sortent tous de la voiture. D'après les résultats de l'expérience, nous avons conclu qu'en cas d'incendie, 11 personnes seraient sorties dans les 2 minutes et demie et 21 autres auraient péri. Un tel bilan est très significatif, mais très préoccupant. Pour le professeur Galea, la solution consiste à modifier les habitacles. Il faudrait les équiper de compartiments à bagages, comme ceux des avions, de fenêtres éjectables et de sorties de secours au plafond, facilitant l'évacuation en cas de renversement. Il trouve que les compagnies ferroviaires ne se pressent pas beaucoup pour mettre en œuvre de telles améliorations. Malheureusement, nos trains ne disposent pas d'ouverture au plafond. Et je ne crois pas qu'il en existe ailleurs dans le monde. Notre matériel roulant pose pourtant beaucoup de problèmes qu'il faut identifier et résoudre. La conception intérieure des voitures est sans cesse en progrès, mais elle améliore uniquement la sécurité des passagers. Aux États-Unis, la majorité des victimes enregistrées pendant les premiers mois de 2006 ne se trouvaient pas à bord des trains accidentés. 99% des décès sont ceux de personnes présentes sur la voie à l'arrivée du train, souvent parce qu'elles ont passé outre la signalisation à un passage à niveau. Il existe près de 240 000 passages à niveau sur le réseau de grandes lignes américain. Autant dire que quasiment chaque habitant a une chance d'entrer dans les statistiques des victimes d'accidents ferroviaires. En 1995 est survenue à un passage à niveau de l'Illinois une catastrophe particulièrement tragique. Un matin, le chauffeur d'un car scolaire s'était arrêté sans se rendre compte que l'arrière du véhicule était sur la voie. Le car fut percuté par un train régional, ce qui coûta la vie à 7 enfants. Les collisions entre trains et véhicules routiers ont inspiré des crash tests d'un type légèrement différent des autres. Les compagnies de chemin de fer mettent en scène des accidents auxquels le public est invité à assister. Il ne s'agit pas de le divertir, mais de lui faire prendre conscience des risques qu'on court à franchir inconsidérément un passage à niveau. Dans cet exemple, un train de marchandises pesant plus de 1000 tonnes et circulant à 53 km/h percute un car scolaire vide.
Les instruments de mesure enregistrent une force de 200 G au point d'impact. Le car est frappé de plein fouet par une force équivalente à 200 fois son propre poids. Le choc d'un train percutant un véhicule équivaut pour la force dégagée à celui d'une voiture heurtant un moineau. Ces démonstrations ont pour but d'inciter les gens à se tenir à bonne distance des trains en respectant les feux de signalisation au passage à niveau. Bien entendu, le moyen le plus efficace d'éviter des morts est encore de faire en sorte que ces collisions ferroviaires ne se produisent pas. C'est pourquoi le TGV circule sur un réseau qui lui est complètement dédié. Il ne comporte aucun passage à niveau et les voies sont encadrées de murets sur toute leur longueur. Toute présence d'objets est détectée par des capteurs qui envoient un signal électronique sur le tableau de bord à temps pour que le conducteur actionne le système d'arrêt et évite donc de percuter l'obstacle. Il existe désormais des techniques permettant de limiter, voire de supprimer les risques d'accidents les plus courants. Mais comment faire face à d'autres types d'accidents, rares mais mortels? Ceux qui impliquent des trains transportant une cargaison dangereuse, par exemple, font depuis des années l'objet de tous les efforts des spécialistes de la sécurité. En effet, ce type d'accident peut causer plus de victimes que tous les autres. En 1979, à Mississauga au Canada, un train transportant du chlore déraille puis explose. 218 000 habitants sont évacués en urgence. En Amérique du Nord, seul l'ouragan de la Nouvelle-Orléans en 2005 entraînera le déplacement d'un plus grand nombre de personnes. L'explosion du train canadien n'aura finalement pas fait de victimes. Mais l'existence de près d'un quart de million de gens aura été mise en péril. Dans le monde entier, des essais seront réalisés afin de parer à des accidents de train chargés de produits nocifs. Dans ce crash test effectué au Royaume-Uni, un train est lancé à 160 km/h contre un conteneur nucléaire que l'on a fait délibérément dérailler afin de vérifier s'il est apte à résister à un tel choc. Ce conteneur de 50 tonnes, qui a coûté près d'1,5 million d'euros, possède des parois de 35 cm d'épaisseur. Il a déjà fait l'objet d'une série de tests d'impact. Celui-ci sera son épreuve finale. La collision a des résultats dévastateurs. Mais, et c'est ce qui compte, le conteneur nucléaire demeure intact. Ces épaisses parois ont purement et simplement détourné l'énergie cinétique. Après le test, les experts ont confirmation que la pression intérieure n'a pas changé dans une mesure significative. Le public reçoit ainsi l'assurance qu'il existe un conteneur apte à supporter les effets d'une catastrophe extrême. Les recherches se poursuivent pour apporter au transport ferroviaire une sécurité maximale en toutes circonstances. Mais elles ont toutefois leurs limites. Nous ne pouvons être à l'abri de tous les dangers. Notre pire ennemi est depuis toujours la vitesse. Tandis que les accidentologues s'efforcent d'accroître notre protection, les ingénieurs font tout leur possible pour rendre les trains plus légers, plus confortables et surtout plus rapides. C'est une voie qui, parfois, mène à la tragédie. En 1998, une catastrophe frappe l'un des trains les plus rapides et les plus modernes du monde, l'ICE allemand. La rupture d'une jante a provoqué son déraillement. À 200 km/h, il a percuté un pont et s'est désintégré sous le choc.
L'accident a fait 101 victimes. Même un train du dernier modèle ne fait pas le poids lorsqu'il arrive à pleine vitesse contre un pilier de béton. Selon les experts, toutes les améliorations du monde ne pourraient le protéger contre un tel choc avec un obstacle solide. Les trains gagnant en vitesse, il ne suffit plus d'améliorer leur réaction au choc. Depuis quelques années, on cherche avant tout comment éviter purement et simplement les accidents. La circulation des trains classiques est régie par des systèmes de signalisation lumineuse qui, le long de la voie, indiquent aux conducteurs quand stopper et quand démarrer. Pour le TGV, ces systèmes ont été perfectionnés afin de s'adapter aux nécessités spécifiques de la circulation à grande vitesse. À très haute vitesse, on ne peut demander au conducteur de regarder à l'extérieur de sa cabine si un signal est de telle ou telle couleur. C'est pourquoi nous devions concevoir un système extrêmement fiable de signalisation, non plus situé au bord des voies, mais embarqué. Un centre de commande transmet les informations au rail sous forme de signaux électroniques. Des antennes placées sous le train captent ces signaux qui sont ensuite traités par les ordinateurs de bord et s'affichent sous les yeux du conducteur. Celui-ci voit ainsi à quelle vitesse il doit rouler pour garder une distance de sécurité avec les autres trains. Au cas où le conducteur n'appliquerait pas une instruction, les ordinateurs de bord peuvent prendre les commandes du train et immobiliser celui-ci dans les meilleures conditions de sécurité. Les trains de demain seront entourés de systèmes de prévention encore plus stricts. Voici le Transrapide, un train à sustentation magnétique. Ce train se déplace sur un coussin d'air créé par une réaction électromagnétique. Ici, la mécanique a cédé la place à l'électronique. Une série d'aimants attire le véhicule vers la voie, par en dessous. Une autre détermine sa position latérale. Un système de commande électronique maintient la rame en suspension à une hauteur constante de 10 mm. La propulsion et le freinage résultent eux aussi de réactions électromagnétiques. Le train n'étant pas en contact avec la voie, son déplacement n'entraîne aucune friction, ce qui lui permet de rouler à 430 km/h. Avec la sustentation magnétique, les déraillements sont quasiment impossibles. De plus, en construisant les voies au-dessus des routes, on supprime les passages à niveau. La vitesse devient bel et bien synonyme de sécurité. Sommes-nous donc parvenus à une totale sécurité ? L'histoire récente démontre qu'un tel objectif est peut-être irréalisable. La pire catastrophe ferroviaire de tous les temps s'est produite le 26 décembre 2004, lorsqu'au Sri Lanka, le tsunami a balayé une voie ferrée entraînant la mort de 1700 voyageurs. Et comme le prouvent les atrocités survenues à Madrid et à Londres, nos trains ne sont pas encore à l'épreuve des bombes. Les spécialistes de la sécurité ferroviaire ont encore bien des défis à relever. Mais ils ont déjà accompli de considérables avancées. Le train demeure l'un des modes de transport les plus sûrs. À cet égard, les statistiques européennes le placent à égalité avec l'avion, alors que la voiture est 20 fois plus dangereuse. Aux États-Unis, on évalue le nombre de victimes du train à un passager mort pour 3,5 milliards de kilomètres parcourus. Le terrible potentiel de destruction qui caractérisait ce moyen de transport massif, par son volume et par le nombre d'usagers, a été maîtrisé dans une large mesure. L'histoire de la sécurité ferroviaire est aussi celle de la victoire de l'homme sur le métal.